sujet d'aujourd'hui, c'est le prétexte du pouvoir, donc une communication qui va bien sûr s'intéresser à la pensée rationnelle, mais un tout petit peu pour la mettre en regard critique à propos des transformations de Paris pendant le Second Empire. Donc je voudrais revenir rapidement sur l'historiographie dominante jusqu'à il n'y a pas si longtemps, qui embrassait un petit peu les moteurs explicités à l'époque par le régime pour transformer Paris, à savoir l'urbanisation, qui était un phénomène évidemment européen, mais aussi l'hygiène et l'assainissement, la circulation et la fameuse révolution industrielle. Vous voyez ici dans un détail d'un tableau de Victor Navelet que je vais montrer tout de suite, comment le nouvel embarcadère d'Austerlitz, ici, eh bien, est présenté dans ce tableau magnifique, un peu comme une fierté du tableau, et juste à côté de notre fameuse église de la Salpêtrière. L'un des premiers tableaux où on voit à côté un monument historique et un édifice moderne pour vraiment être fier de cette fameuse révolution industrielle. Grand tableau qui d'ailleurs, présenté au musée d'Orsay depuis plusieurs années, de Victor Navelet, cette vue générale de Paris en 1855, nous donne une appréhension assez mitigée finalement de l'opportunité qu'il y avait à l'époque de transformer vraiment Paris en faisant ces fameuses percées, avec tout ce vocabulaire d'ailleurs médical, comme l'a très très bien expliqué Victor Sopelsa. Et en fait, juste avant le plein boom des transformations haussmanniennes, cet artiste-là nous donne une vision pittoresque de Paris, où il y a encore énormément d'espaces verts, il n'y a pas ces grandes percées, et finalement, ça paraît plutôt harmonieux et bon à vivre. Alors, je voudrais un petit peu revenir sur l'historiographie en juste un zoom. Il y a eu comme beaucoup de recherches, assez souvent qu'on voyait, il y avait la recherche d'un plan divin, en quelque sorte, de Paris. La grande question des historiens de l'architecture, c'est est-ce qu'il y avait eu un plan dès le départ qui était fixé pour toujours, etc. Question un peu drôle, en fait, parce que quand on regarde les réalités de l'époque, on sait bien qu'il y avait aussi des intervenants privés, et en fait, il y avait beaucoup de péripéties, tout simplement. Donc les questions n'étaient pas toujours très, très bien posée, et surtout l'historiographie, elle a assumé une rationalité implicite du pouvoir qui en réalité n'est pas très juste. Alors c'est plus intéressant en fait d'aller dans les documents qui recèlent des intentions de ces fameuses percées, par exemple cette lettre de 1853 qui explicitait au moins des intentions qui étaient exprimées pour la fameuse commission Siméon, et on voit par exemple une certaine recherche quand même d'équilibre, ce qui est toujours intéressant quand on s'intéresse aux villes, l'équilibre entre la rive gauche et la rive droite, qui était revendiqué à l'époque par des associations de citoyens et des élus, et qui s'est quand même assez effondré assez rapidement à la faveur de la politisation croissante du régime dans le sens de l'affirmation du prestige. Affirmation du prestige qu'on voit évidemment apparaître dans la percée la plus vigoureuse, on va dire, celle de le prolongement de la rue de Rivoli, où on va voir se côtoyer le nouvel édifice du pouvoir agrandi, restauré, et puis le luxe américaniste, avec le grand hôtel du Louvre, évidemment une percée qui est aussi due au capital privé des frères Ferrer, un grand amalgame entre le pouvoir, les affaires et le luxe. Ça nous parle, non? Et bien ensuite, on a, je fais juste un petit zoom sur, au point de vue des percées, sur des ambitions disparates, en fait, donc finalement peut-être pas si rationnelles que ça, du boulevard de Strasbourg et du boulevard de Sébastopol. On va cheminer au point de vue des intentions de ces percées, entre la circulation, l'assainissement, qui est d'ailleurs aussi un assainissement social, il ne faut pas se le cacher. Vous voyez, j'ai cité voilà, il faut assainir un quartier populeux, donc on ne sait pas très bien s'il faut assainir le quartier architectural ou la population elle-même, c'est un peu ambigu. Et puis l'emploi, parce qu'il faut donner du travail aux ouvriers, le divertissement, la justice,
l'embellissement et la propagande du régime, puisque toutes ces opérations font l'objet d'inaugurations très soignées et très diffusées dans la presse de l'époque. Alors voilà, et on aboutit au divertissement avec la place du Châtelet et la création des 2 grands théâtres construits par Gabriel Daviou, qui sont littéralement exportés du boulevard du Temple. On fait complètement changer la géographie du divertissement dans Paris pour la mettre dans l'hypercentre, pour qu'elle contribue à la vitrine du pouvoir. Évidemment, d'ailleurs, c'est une inauguration qui est faite en présence de l'impératrice Eugénie. Et puis, des bâtiments qui sont extrêmement experts. J'ai une amie qui est morte, historienne d'architecture finlandaise, qui a écrit dans un des ouvrages qu'on a dirigé ensemble que vraiment le 19e siècle, c'est le siècle où l'expertise technique des fonctionnaires municipaux, c'est un but en soi. Voilà, donc ça, c'est par exemple un but en soi. Parce que ce bâtiment-là, il contient énormément d'aspects en termes de réduction des risques d'incendie, éclairage, chauffage, qui témoignent de l'ingénierie des fonctionnaires municipaux, des ingénieurs dont on est fier et qui produisent une fierté municipale, en fait, comme le dit lui-même Gabriel Daviou. Et puis, on a cette création de ce que j'appelle une imagerie de cohésion municipale, qui commence, à mon avis, avec ce tribunal de commerce construit par l'architecte Bailly, un peu sur l'interférence directe de Napoléon III, qui veut une coupole inspirée par le Palazzo della Loggia à Brescia, qu'il a vu en Italie. Et c'est vraiment l'idée de faire migrer à Paris l'image qu'on a une ville où il y a une cohésion municipale. Et ce tribunal-là, il en est un petit peu un symbole dans la ville, avec vraiment la proximité du palais de justice, évidemment. Donc un marquage territorial des grandes fonctions régaliennes dans le territoire urbain. Et puis là, on arrive directement à la propagande, on ne va pas se le cacher, avec l'actuelle place Saint-Michel et la configuration successive des projets de Gabriel Daviou pour la fontaine Saint-Michel, avec une iconographie qui va être très chaotique, en fait, parce qu'elle va être dictée par le pouvoir avec des retours en arrière vers un conservatisme effréné. Donc, d'abord une allégorie de la paix, ensuite une représentation de Napoléon Ier qui va être à la fois un artisan de la paix et de la guerre, sous-entendu la guerre sert la paix. Et puis finalement, le projet final qui est demandé à Gabriel Daviou, c'est vraiment l'usage politique de l'iconographie de l'archange Michel qui lutte contre le mal. Et le mal, c'est assez explicite que c'est les valeurs de la République. Et que donc l'Empire est triomphant. Les grandes allégories de prudence, de courage, de force sont aussi des allégories qui servent à faire adhérer les citoyens au Second Empire par des attitudes, en fait, de soumission. Et puis, je n'hésite pas à écrire qu'on a la tentative de dessiner une nouvelle trajectoire karmique dans Paris, en transformant les monuments et les décors urbains de manière très radicale pour éradiquer une mémoire des lieux qui est violente. On l'a déjà vu pendant la monarchie tuée, évidemment, avec la place de la Concorde et l'implantation sur ce lieu emblématique où a été guillotiné le roi Louis XVI, d'une imagerie de la Concorde, du génie naval de la France et de la ville. Donc une correction complète de la trajectoire karmique, j'appelle ça, de la ville. Et on va voir le même phénomène qui va être poursuivi pendant le Second Empire, sur 2 lieux que j'ai choisis. D'abord, Saint-Germain-l'Auxerrois, qui porte des effets traumatiques de ce karma révolutionnaire. Je n'ai pas à l'appeler ainsi. Donc, Saint-Germain-l'Auxerrois, qu'on voit ici, l'église, dans un plan du XVIIIe siècle, on la voit encore enserrée dans le substrat urbain médiéval, avec sa place Saint-Germain-l'Auxerrois. Il n'y a pas la grande place du Louvre, vous le savez bien. Et on sait bien aussi que dès le XVIIe siècle, après le déblaiement du devant de la colonnade de Perrault, il y a eu déjà des visées carrément de détruire Saint-Germain-l'Auxerrois pour avoir un grand panorama. Il y a une constante dans les attitudes du pouvoir, c'est les grands panoramas.
Mais ça n'a pas été fait, la velléité recommence en 1830, Victor Hugo s'indigne, tout ça on le sait. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est qu'il y a eu des événements vraiment très violents, déjà en 1830 à Saint-Germain-l'Auxerrois, qui a vraiment servi de lieu d'abri des ambulances pour accueillir les blessés, et que le 14 février 1831, il y a eu des événements très très violents, qui ont, à l'occasion de l'anniversaire de la mort du duc de Berry, qui a été interprété comme un événement réactionnaire, conduit par l'Église. Et donc, il y a eu énormément de destruction, et du coup, l'Église a été fermée en 1834. Je me suis expliqué tout ça dans des articles auxquels je vous propose de vous reporter si vous voulez plus de détails. Et donc, on voit qu'en réalité, tout le substrat du bâti autour de l'église, en fait, c'est un phénomène rampant depuis 1820, depuis la Restauration. Vous voyez, l'église Saint-Germain avait des constructions accolées, notamment la sacristie était ici. Et tout ça va être détruit selon un processus qui s'enclenche pendant la Restauration et qui se manifeste pendant la Révolution, pendant la monarchie de Juillet. Monseigneur de Quelen s'indigne énormément en disant qu'il s'agit d'une capitulation impérieuse opérée par le préfet Rambuteau. Or, le Second Empire s'enclenche dans cette nouvelle trajectoire karmique qui brise la mémoire insurrectionnelle des lieux. C'est le but, hein, c'est explicite dans les échanges de courrier. Et finalement, va continuer à détruire autour de Saint-Germain-l'Auxerrois et surtout créer la grande place du Louvre, qui est une grande place de décorum officiel. Comme vous le savez bien, l'église va être isolée au milieu de cette agora officielle. Et c'est très explicite aussi dans les archives que cette paroisse, qui est baptisée pompeusement paroisse impériale, hein, pour faire le continuum avec la paroisse royale, eh bien, elle n'a pas du tout les subsides qu'elle souhaiterait de la part du pouvoir, et elle estime que c'est un leurre, finalement. Le clergé de Saint-Germain-l'Auxerrois estime avoir été leurré par le pouvoir pendant le Second Empire, qui a déblayé tout le substrat urbain et qui, en fait, sous couvert de faire une restauration restaurée par Jean-Baptiste Lassus, a laissé énormément de problèmes constructifs et surtout laissé le clergé en déshérence. Et ensuite, il y a la construction du fameux beffroi, qui est un objet hybride entre le profane et religieux. Il y a une confusion qui s'opère dans les esprits. Et puis la construction évidemment de la mairie qui fait pendant stylistiquement avec l'église, par Jacques-Ignace Sittorf. Donc une sorte d'imagerie municipale, en fait, de cohésion. Donc vous vous rendez compte, en fait, en à peine 20 ans, on a complètement corrigé le karma révolutionnaire. On passe d'une mémoire émeutière assez populaire à une sorte d'imagerie municipale fallacieuse en réalité, parce que c'est le pouvoir très centralisé, évidemment, qui opère toutes ces transformations. Même phénomène à la Tour Saint-Jacques, la fabrication d'un monument municipal porté par l'imagerie des beffrois. Vous connaissez l'histoire de la Tour Saint-Jacques de la Boucherie, avec cette gravure qui la montre dans son état initial, avec les abassons, hein, puisque c'est un clocher, je rappelle. Le moment où elle est au milieu d'un marché, après la destruction de l'église, d'un marché assez populaire, le moment où elle est en déshérence après avoir été le support d'une fabrique de plomb, et puis le moment juste avant la reprise par Théodore Balu. Et voilà l'état final avec une belle photo de Gustave Legray. Voilà, alors 3 choses très simples à dire. Hein. C'est étonnant qu'on appelle encore ça une restauration. Dans un de mes livres, j'ai proposé que de jeunes historiens de l'architecture s'emploient à créer un nouveau vocabulaire. C'est évidemment une innovation de l'objet architectural. On a une accentuation des gables, énormément de statues qui sont inventées,
notamment les grands saints français, Sainte-Geneviève, pour porter l'imagerie nationale. La statue de Blaise Pascal, ici, qui est créée avec une hypothèse, c'est qu'il aurait fait des essais sur l'apesanteur à la tour Saint-Jacques, mais ça n'a jamais été vérifié dans des sources quelconques. Donc, c'est vraiment une innovation de l'objet architectural. Il n'y a évidemment plus d'abasson, et ça ne sert plus de tour, c'est un beffroi. Donc, c'est une imagerie complètement nouvelle qui est créée à Paris. Il n'y a pas eu de beffroi à Paris, hein, à ma connaissance. Je ne suis pas médiéviste, mais je suis capable de regarder. Hein. Donc, il n'y a pas d'antécédent à Paris d'une imagerie de beffroi, de construction architecturale de beffroi. Et c'est vraiment fait pour contrebalancer les humeurs révolutionnaires. D'ailleurs, il y a un archéologue, le fameux Troche, qui à l'époque le dit très très clairement. Il dit, voilà, il faut créer une imagerie municipale. Et on veut prodiguer l'existence d'une communauté municipale soudée au milieu d'un square. On associe le monument et l'hygiène, et on crée de toutes pièces une archive municipale avec la statue de Blaise Pascal, le 4e ange du tétramorphe qui est créé de toutes pièces au sommet de la tour. Et ça correspond exactement à un processus qui est très très bien décrit par un historien que j'adore, qui s'appelle Jürgen Osterhammel. Et c'est intéressant de regarder que justement Balue, qui fait cette opération de novation, juste avant, il va en Belgique et il y a de magnifiques dessins, des beffrois de Bruges et de Sand qui l'ont beaucoup inspiré. Donc pour moi, il fait vraiment migrer cette ambiance de cohésion municipale très nordique, très propre aux villes du Nord, à Paris de manière totalement artificielle. Voilà la liste de Sand avec un très beau dessin de Théodore Balue. Et puis, avec les halles de Paris, je passe à un troisième sujet, les percées, la correction de la mémoire karmique de la ville. Et je passe à ce troisième sujet, un peu en forme de zoom, parce que également j'ai publié de manière assez documentée mes travaux là-dessus, dans une monographie qui est accessible. Tout simplement, là, on a vraiment une image évidemment de propagande. Il faut appeler les choses par leur nom. Dans cette monographie de Victor Baltard sur les Halles, qui paraît en 1863, et qui associe aussi le monument historique, la halle au blé, à l'objet moderne qu'il vient de construire. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, en fait, pour aller un tout petit peu plus loin que les péripéties événementielles auxquelles on est souvent un peu trop attaché, c'est que les questions de saturation et de rigidification de l'espace urbain, qui ont été extrêmement bien expliquées par un historien non français, Peter Sopelsa, dans son travail sur la Troisième République, en expliquant que les racines se trouvent au Second Empire. On le sait très très bien pendant le Second Empire. Et moi, j'ai exhumé des archives du préfet de police Pierre Carlier, qui, au moment où on prend la décision de refaire les halles dans l'hypercentre de Paris, en fait, alerte le pouvoir sur cette saturation évidemment très probable, et qui ensuite se met au service, parce que, évidemment, comme il est préfet de police, il doit servir, il le sait, il le fait, et il fait ses extraordinaires études de flux, c'est-à-dire qu'avec ses commissaires de police, il sait exactement, en fait, il peut avoir l'information de combien de voitures vont passer le matin, le soir aux halles, et comment faire pour quand même, j'allais dire, limiter les dégâts de cette saturation prochaine des halles. Et aussi, on a un vote du Conseil municipal de Paris sur le projet, qui est évidemment un vote de pure complaisance, puisque c'est le pouvoir central qui décide pendant le Second Empire, mais qui est très intéressante parce que dans cette délibération votée, il y a une fierté, l'idée d'une fierté nationale qui est exhibée à Paris à travers les halles, parce que tout simplement, aux halles, on va trouver les marchandises de tous les terroirs français. Et ça, du coup, on peut être fier d'avoir tout ça au centre de Paris. Et là, on peut se dire quand même, en termes d'urbanisme intelligent, c'est pas très précurseur, hein, c'est un peu limité. Et donc, on sait très bien que l'espace va être saturé
Et que je voudrais aussi dire un tout petit mot sur le fait qu'il n'y a pas d'abattoir autour des pavillons. C'était une préoccupation des préfets de police, hein, il y avait déjà des sans-abri à l'époque. Et donc, ils ne voulaient absolument pas qu'il y ait des gens populeux qui limitaient le plus possible l'arrivée de ces personnes qui arrivaient avec des tapis sur lesquels ils posaient de la vaisselle. On a néanmoins, au musée d'Orsay, un très beau dessin de l'ermite où on voit des personnes qui se sont quand même installées malgré l'absence d'abattoir. Et donc, pour moi, cette nouvelle icône, comme je l'ai appelée, porte une magnificence très ambivalente parce que, au point de vue de l'objet architectural de la beauté, si vous voulez, oui, c'est très beau, mais ça pose une question, j'allais dire, néo-platonicienne, hein, c'est-à-dire l'union éventuellement de la beauté, du bien commun. Voilà, parce qu'au point de vue du bien commun, c'est un équipement qui va être obsolescent assez rapidement. La capacité d'anticipation, quand on transforme une ville, est quand même quelque chose que les historiens de l'architecture peuvent tout à fait aller scruter. Voilà. Moi, quand je me suis intéressée à la modernité sous la lunette de Lugienne, j'étais très étonnée à un moment donné parce que j'ai osé écrire le mot de bien commun et évidemment, j'en ai fait une description et en posant la question, voilà, on va regarder s'il y a éventuellement des aspects de bien commun. Et il y avait des historiens de l'art qui me disaient, mais vous n'êtes pas du tout une historienne d'art. C'est bizarre, hein. Voilà. C'est des questions quand même qu'on pose très facilement pour l'art du Moyen-Âge, l'architecture du Moyen-Âge. Donc c'est une magnificence ambivalente parce qu'elle ne s'occupe pas tellement de l'anticipation. Or, la force d'anticipation est quelque chose de très important. Dans mon travail sur Paris, en regard de ça, j'ai montré qu'en ce qui concerne les réseaux, il y a une très grande capacité d'anticipation qui est présente. Voilà, probablement parce qu'il y a moins d'interface avec la politique politicienne. Voilà, ça reste encore à creuser par nos successeurs. Voilà, donc en conclusion, et je pense que je vais être dans les temps, ce que j'appelle cette correction du karma urbain s'habille évidemment de rationalité dans son discours et dans la forme architecturale aussi, parce que même les halles de Baltard sont habillées d'une très très grande rationalité. Il faut comprendre qu'avant de parvenir à la configuration des pavillons tels qu'ils sont, il y a énormément de documents, je les ai écrits aussi, qui discutent de combien de pavillons exactement il faut faire, étant donné tout ce qu'il y a avant en termes de marchandises, bœuf, lait, fromage, les salades, la verdure, etc. Donc il y a le préfet de police lui-même, en fait, travaille à ça, pour comprendre, et donne des indications pour le programme définitif. C'est le préfet de police qui fait ce travail, en fait, qui est vraiment dans la pensée rationnelle. Donc beaucoup de rationalité, mais cette correction du karma urbain qui sort, en fait, de la pensée rationnelle, qui est beaucoup plus de l'ordre de la survie d'un régime, de la consolidation du prestige et du pouvoir dans l'espace urbain. Et c'est intéressant au Second Empire que ce mécanisme s'appuie sur des archives créées. Voilà, mécanisme encore une fois bien décrit par Jürgen Osterhammel, et qui trie la mémoire urbaine et qui crée des rigidités dans l'espace, des carences d'adaptabilité, des fragilités. La fragilité de la modernité, on peut dire ça. C'est une modernité qui est très fragile, en fait. Et cette fragilité, on va s'en rendre compte de plus en plus pendant l'entre-deux-guerres, avec notamment Henri Sellier qui s'exprime là-dessus en 1925 au Congrès international des villes, où il explique très clairement qu'il y a une grande saturation de l'espace parisien, de l'hypercentre parisien, et que ça crée une sorte de poumon artificiel dans le pays qui est vraiment préjudiciable au bien commun, hein, finalement, tout simplement. C'est-à-dire au développement harmonieux du pays. Parce que le bien commun, hein, c'est pas un truc voilà, où il faut dire « oh là là,
l'historien de l'architecture, je ne vais pas m'intéresser à ça. Ça m'amène à juger. Mais non, on peut tout à fait regarder le bien commun d'une manière factuelle. C'est ce que fait Henri Sellier. Et donc il dit, voilà, l'espace parisien est saturé, concentré, et on est dans une rigidification qui est préjudiciable au bien commun. Et c'est très intéressant, je l'ai vu comme ça assez rapidement dans un contexte où il y avait beaucoup d'études sur Le Corbusier. J'ai publié juste un article que j'aime bien, que je signerai toujours aujourd'hui, sur le plan voisin de 1925 et le plan Plonville de 3 millions d'habitants 2 ans avant, de Le Corbusier. Pour moi, il y a une accentuation de la correction du karma révolutionnaire, hein, puisque là encore, en fait, c'est un peu le même mécanisme que Léal, encore outré, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il fait venir une icône, hein, le gratte-ciel américain. Là, c'est plus le Crystal Palace anglais, c'est le gratte-ciel américain dans l'hypercentre de Paris. Et là, c'est plus l'exposition des marchandises dans un contexte de libéralisme des marchés ou de fierté nationale, propre aux doctrines du libre-échange. C'est vraiment la migration d'un climat d'affaires américain en France pour se redresser, en fait. Parce qu'on a peur à ce moment-là de la fragilité du pays. Et donc, je rappelle quand même ce que dit Le Corbusier, hein, qui dit le centre doit devenir le cœur, le cerveau, le centre dirigeant du système nerveux du pays. Voilà. Et donc, pour moi, il y a une sorte d'accentuation de la correction du karma opéré par le Second Empire dans Paris. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'ai terminé.